Un millionnaire stérile voit un garçon pleurer sur la tombe de son ex-femme. La réponse du garçon le fait pleurer, « Maman a écrit ça pour toi ». Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le vent sifflait à travers les grilles en fer forgé du cimetière tandis que William Taylor resserrait son manteau en cachemire autour de ses épaules. À 45 ans, le magnate de l'industrie pharmaceutique avait une stature imposante, grand, avec des yeux gris acier assortis aux pierres tombales qui l'entouraient. Le bouquet qu'il tenait à la main ressemblait à une obligation, tout comme cette visite annuelle sur la tombe de son ex-femme. 5 ans s'étaient écoulés depuis la mort de Melissa, mais William ne ressentait rien d'autre qu'une légère irritation d'avoir dû reporter une réunion du conseil d'administration pour ce rituel. Le sentier devant lui était désert, à l'exception d'une petite silhouette recroquevillée sur une tombe voisine. En approchant de la dernière demeure de Melissa, William remarqua qu'il s'agissait d'un garçon en fauteuil roulant, âgé peut-être de 8 ou 9 ans, ses petites épaules secouées par des sanglots silencieux. William déposa méthodiquement ses fleurs contre la stèle, cochant mentalement cette tâche sur sa liste. Lorsqu'il se tourna pour partir, le garçon s'était rapproché en fauteuil, négociant le chemin de gravier avec une difficulté évidente. Leurs regards se croisèrent, ceux du garçon rougi et gonflé, ceux de William froid et impatient. « Êtes-vous monsieur William Taylor » La voix de l'enfant était étonnamment assurée malgré son visage baigné de larmes. William hocha la tête sèchement, sortant déjà son téléphone pour vérifier ses emails. « Je m'appelle Ethan », dit le garçon en tripotant quelque chose sur ses genoux. « Avant que maman ne meure la semaine dernière, elle m'a fait promettre de vous donner ça. » Il tendit une enveloppe jaunie avec des doigts tremblants. Quelque chose dans le regard déterminé du garçon poussa William à prendre la lettre. L'écriture sur le devant était incontestablement celle de Melissa, son élégante écriture cursive qui remplissait autrefois des mots d'amour au début de leur relation. William la déchira, son sang-froid habituel se fissurant tandis qu'il lisait. « William, voici notre fils, Ethan. Les médecins avaient tort. Tu n'étais pas stérile. J'ai découvert que j'étais enceinte après notre divorce, mais ta haine manifeste des enfants et ce que tu appelais la faiblesse m'ont poussé à te le cacher. Maintenant que je suis parti, il n'a plus personne. Malgré tout, je crois qu'il y a encore du bon en toi. Il est à toi, William. S'il te plaît, ne le punis pas pour mes décisions. » Le papier tremblait dans la main de William tandis que ses yeux allaient et venaient entre la lettre et le garçon. La ressemblance devint soudain terrifiante de clarté. Ethan avait sa mâchoire, ses yeux, même la façon dont ses sourcils se fronçaient en signe de concentration. « Où loges-tu maintenant » réussit à articuler William, la voix anormalement tendue. « Nulle part, monsieur. La dame des services sociaux a dit qu'il me trouverait un foyer spécialisé demain à cause de mon... » Ethan désigna son fauteuil roulant. « Désolé, dans mon état. » William resta figé, regardant cet enfant, son enfant, frêle dans un fauteuil roulant, atteint d'une maladie dont il ne savait rien, qui le regardait avec un mélange d'espoir et de résignation. Pour la première fois depuis des décennies, William Taylor n'avait absolument aucune idée de quoi faire ensuite. La luxueuse Bentley de William s'arrêta dans l'allée circulaire de sa demeure, le fauteuil roulant maladroitement plié dans le coffre. Le trajet depuis le cimetière s'était déroulé en silence, William passant des appels urgents à son avocat et Ethan regardant par la fenêtre, serrant un petit sac à dos contenant toute sa vie. « C'est temporaire », déclara William d'un ton neutre tandis que sa gouvernante, Madame Winters, aidait à manœuvrer Ethan à l'intérieur. La demeure résonnait de vide, sol en marbre, mobilier minimaliste, art abstrait qui coûtait des millions mais ne dégageait aucune chaleur. La suite d'invités, ordonna William à Madame Winters, refusant de croiser le regard d'Ethan, et il prit des dispositions pour une infirmière, quelqu'un ayant de l'expérience en la matière. Cette nuit-là, seul dans son bureau, William se versa un scotch et étudia de nouveau la lettre, le doute le submergeant. Melissa devait mentir. Les médecins avaient été formels. Il était stérile. Depuis sa naissance. Une excuse commode quand elle voulait des enfants et lui non. Son esprit dériva vers leur dernière dispute. Il y a des milliers d'enfants qui ont besoin d'un foyer, William, avait plaidé Melissa. Je n'ai pas bâti un empire pour le gaspiller sur la génétique rejetée de quelqu'un d'autre, avait-il répondu froidement. Ce souvenir le fit grimacer maintenant. William ouvrit son ordinateur portable, tapant « maladies neurodégénératives infantiles » avec des doigts tremblants. Alors que les termes médicaux et les pronostics remplissaient son écran, quelque chose se serra en lui. Il referma brusquement son ordinateur portable et ordonna à son assistant d'organiser immédiatement un test ADN.
Plus tard, en passant devant la chambre d'amis, William entendit de faibles pleurs. Il s'arrêta, la main levée pour frapper, puis la rabaissa. Le réconfort ne faisait pas partie de son répertoire. Au lieu de cela, il appela le laboratoire, exigeant que les résultats ADN soient accélérés. « Monsieur », lui rappela son assistant, « il est 2 heures du matin. » « Je me fiche que ce soit le jugement dernier », rétorqua William. « Je veux ces résultats demain. » Le lendemain matin, William trouva Ethan observant silencieusement le jardin depuis son fauteuil roulant sur la terrasse. La lumière matinale éclairait le profil du garçon, et la ressemblance frappa de nouveau William. Indéniable, malgré son désir désespéré de la nier. « Les médecins disent que j'aurai bientôt besoin du fauteuil roulant tout le temps, » dit Ethan sans se retourner. « C'est de plus en plus difficile de me tenir debout chaque mois. » Le détachement clinique dans la voix de l'enfant, si semblable à la sienne lorsqu'il discutait de vérités inconfortables, déstabilisa profondément William. « J'ai pris des dispositions pour qu'un spécialiste t'examine, » dit William avec raideur. « Et une infirmière arrive aujourd'hui. » Ethan se tourna enfin vers lui, les yeux d'une franchise déconcertante. « Vous n'êtes pas obligé de me garder, vous savez. Maman a dit que vous ne voudriez peut-être pas. » Quelque chose dans ces mots, la résignation, l'attente du rejet, perça l'armure soigneusement construite de William. Un bref instant, il se revit à 9 ans, debout devant son propre père, s'entendant dire qu'il n'était pas assez bon, pas assez fort, pas assez digne. « Nous attendrons le test, » répondit William, la voix plus douce qu'il ne l'aurait voulu. « D'ici là, c'est ici que tu restes. » En s'éloignant, William ne put expliquer l'étrange soulagement qu'il ressentit quand Ethan l'appela « J'aime votre jardin. » Maman n'a jamais eu de place pour les fleurs. Les résultats ADN arrivèrent par coursier 2 jours plus tard. William s'enferma dans son bureau pour ouvrir l'enveloppe, les mains inhabituellement fébriles. Le langage clinique se brouillait devant ses yeux, mais une phrase ressortait avec une clarté cristalline, probabilité de paternité de 99,998%. William s'affaissa dans son fauteuil en cuir, le papier glissant de ses doigts. La science l'avait trahi 2 fois. D'abord avec le diagnostic incorrect de stérilité, et maintenant avec la confirmation qu'Ethan était indiscutablement son fils. Un coup sec interrompit ses pensées. Rebecca, l'infirmière pédiatrique qu'il avait engagée, se tenait sur le seuil, une expression tendue. « Monsieur Taylor, il y a une certaine Madame Daniels des services sociaux. Elle insiste pour vous parler au sujet d'Ethan. » Dans le salon, une femme sévère aux chaussures pratiques et un dossier épais de documents attendait. « Monsieur Taylor, je suis préoccupé par le placement soudain d'un enfant à besoins spécifiques dans votre foyer sans évaluation ni préparation adéquate. » La mâchoire de William se crispa. « J'ai engagé des spécialistes et commandé du matériel. » « Il ne s'agit pas d'argent, » rétorqua mademoiselle Daniels. « Ethan a des besoins physiques et émotionnels spécifiques. Sa maladie est progressive. Êtes-vous prêt à voir votre fils perdre ses capacités une par une, à l'aider à surmonter ce deuil ?» Le mot « fils » frappa William comme un coup physique. « Nous avons un excellent établissement d'accueil spécialisé qui… » « Non. » La voix de William trancha l'air comme de l'acier. « Ethan reste ici. » Ses yeux se rétrécirent. « Monsieur Taylor, pardonnez ma franchise, mais votre réputation vous précède. Vous avez bâti un empire en privilégiant les profits au détriment des gens. Pourquoi devrais-je croire que vous pouvez soudainement privilégier les besoins d'un enfant ?» Quelque chose s'enflamma dans la poitrine de William. La colère, la fierté, ou peut-être quelque chose de plus profond qu'il ne pouvait nommer. « Parce que c'est mon fils. » Les mots semblaient étranges sur sa langue. « Et je protège ce qui est à moi. » Après son départ, William se sentit attiré par les archives de recherche de son entreprise. Des heures plus tard, l'horreur le submergea lorsqu'il découvrit un projet de recherche abandonné portant sur la maladie exacte d'Ethan. Il avait personnellement annulé le financement 8 mois auparavant, lorsque les projections de bénéfices s'étaient avérées insuffisantes. Pas assez de patients concernés pour justifier les coûts de développement, lisait ses propres notes insensibles. La bile lui monta à la gorge en réalisant que ses décisions commerciales avaient directement affecté les chances de son fils. Des années de réduction de coûts impitoyables, de traitement des maladies rares comme des entreprises non rentables. Combien d'autres enfants avait-il condamnés par des calculs sur tableur ? William se retrouva devant la chambre d'Ethan, observant le garçon lutter pour passer de son fauteuil roulant à son lit. La détermination de son fils était évidente dans chaque mouvement laborieux,
chaque grimace qui disparaissait rapidement lorsqu'il pensait que quelqu'un pourrait le voir. Quand Ethan faillit tomber, William fit instinctivement un pas en avant, puis se figea. Quel droit avait-il d'aider maintenant? Comment des mains qui avaient signé l'abandon de la recherche sur le remède de son fils pouvaient-elles offrir du réconfort? Je peux le faire, dit fermement Ethan sans lever les yeux. Maman m'a appris comment. Après une autre tentative douloureuse, Ethan réussit, s'installant dans son lit avec la dignité tranquille de quelqu'un habitué à mener des batailles seul. William se retira en silence, retournant à son bureau où il passa un unique appel téléphonique. Relancer le projet Helios, ordonna-t-il à son directeur de recherche. Peu importe le coût. Trouvez-moi tout ce que nous savons sur les maladies neurodégénératives pédiatriques. Et Jenkins? C'est maintenant notre priorité absolue. Rebecca Harris ajusta sa montre d'infirmière et prépara les médicaments d'Ethan avec une efficacité consommée. 3 jours après son embauche au manoir Taylor, elle s'était déjà fait une opinion sur son maître. William Taylor était peut-être un génie pharmaceutique milliardaire, mais en tant que père, il était terriblement inadéquat. « Votre père vous a-t-il demandé votre programme de kinésithérapie » demanda Rebecca à Ethan, l'aidant à étirer ses jambes de moins en moins coopératives. « Il est très occupé » répondit Ethan avec diplomatie, ses yeux jetant des coups d'œil vers la porte comme si William pouvait se matérialiser. Les lèvres de Rebecca se pincèrent en une fine ligne. Trop occupé pour son propre fils. Plus tard cet après-midi-là, alors que Rebecca poussait Ethan à travers le vaste rez-de-chaussée du manoir, ils découvrirent un piano à queue dans un salon rarement utilisé. La housse anti-poussière suggérait qu'il n'avait pas été joué depuis des années. « Je prenais des leçons avant », dit doucement Ethan, ses yeux s'illuminant pour la première fois depuis son arrivée. « Avant que mes mains ne commencent à faiblir. » Avec une détermination qui surprit Rebecca, Ethan se manœuvra de son fauteuil roulant au tabouret. Ses premières tentatives pour jouer furent maladroites, ses doigts ne répondant plus comme avant. Mais progressivement, une mélodie simple émergea, hésitante mais reconnaissable. Aucun des deux ne remarqua William, debout dans l'ombre du couloir, sa mallette oubliée à ses côtés. Il regardait Ethan lutter avec fascination et malaise. Le visage du garçon reflétait une concentration intense, de la joie lorsque les notes sortaient correctement, et une détermination obstinée lorsque ce n'était pas le cas. William reconnut cette expression. C'était la même qu'il arborait lorsqu'il s'attaquait à des défis commerciaux apparemment impossibles. Ce lien génétique le troublait plus que n'importe quel test ADN. Lorsque les doigts d'Ethan finirent par flancher complètement, sa frustration se manifesta par une unique larme qu'il essuya rapidement. Alors qu'il tentait de retourner à son fauteuil roulant, ses jambes affaiblissaient d'air. William fit instinctivement un pas en avant, puis se figea lorsque Rebecca apparut, aidant Ethan à regagner son fauteuil en toute sécurité. « Tu as merveilleusement bien joué », l'assura-t-elle. « Non, ce n'est pas vrai », répondit Ethan avec une honnêteté brutale. « Mais je réessayerai demain. » Plus tard, Rebecca confronta William dans son bureau, son attitude professionnelle dissimulant à peine sa désapprobation. « Il a besoin de son père, Monsieur Taylor. Pas seulement de votre argent ou de vos employés. » William leva les yeux de son ordinateur portable, le regard froid. « Ce dont il a besoin, ce sont des soins médicaux. Je peux les lui fournir. Les sentiments ne guériront pas une myopathie myofibrillaire progressive. » Les yeux de Rebecca s'écarquillèrent devant son diagnostic clinique. « Vous vous êtes renseigné sur sa maladie. »« Je sais tout à ce sujet, » répondit William, la voix mécanique. « Pronostic moyen, option de traitement, taux de réussite. » Il se retourna vers son écran. « J'ai restructuré toute ma division de recherche pour explorer des approches innovantes. » Et pourtant, vous ne pouvez pas restructurer votre emploi du temps pour dîner avec lui. « Madame Harris, » dit William avec un calme menaçant, « je vous ai engagé pour vous occuper des besoins physiques de mon fils, pas pour critiquer mon rôle de père. » Rebecca ne céda pas. « Votre fils a besoin à la fois de médicaments et d'amour, Monsieur Taylor. Lequel avez-vous peur de donner ?» Après son départ, William resta immobile, ses mots résonnant désagréablement. Sur son écran, des résumés de recherche et des revues médicales brillaient de faits et de statistiques froids sur la maladie d'Ethan. William comprenait cela. C'était quantifiable, gérable. Ce qu'il ne pouvait pas quantifier, c'était le sentiment de vide dans sa poitrine lorsqu'il avait regardé Ethan lutter au piano, ou le désir inconnu d'aider lorsque le garçon avait failli tomber. Pour un homme qui avait bâti un empire sur la certitude et le contrôle, ces nouvelles émotions étaient aussi effrayantes qu'étrangères.
La matinée commença dans le chaos chez Taylor Pharmaceuticals. William traversa l'étage de la direction, le visage assombri par la fureur. « Vous me dites que nous avons vendu la recherche sur la myopathie myofibrillaire à Nexus ?» demanda-t-il en claquant un dossier sur la table de conférence. Son équipe de direction s'agita mal à l'aise. « Monsieur, vous avez approuvé la vente il y a 6 mois », lui rappela doucement son directeur financier. Le projet a été jugé financièrement non viable, et Nexus a offert 3 fois sa valeur. La mâchoire de William se crispa. Ce qui avait semblé être une brillante stratégie commerciale des mois auparavant ressemblait maintenant à une trahison. Ces dossiers contenaient des traitements potentiels pour la maladie d'Ethan, vendus à des concurrents à cause de ses propres calculs de rentabilité impitoyables. Pendant 3 jours, William disparut dans son bureau à domicile, n'en sortant que pour prendre un café, tandis qu'il examinait chaque bribe de recherche que son entreprise avait conservée. Les appels téléphoniques aux scientifiques restèrent sans réponse, tandis qu'Ethan prenait ses repas avec Rebecca, jetant occasionnellement un coup d'œil à la porte fermée du bureau. Le 4e jour, William émergea enfin, les yeux cernés et mal rasés. Il trouva la maison silencieuse et suivit le son d'un léger fredonnement jusqu'au jardin. Ethan était assis dans son fauteuil roulant sous un chêne, un carnet de croquis en équilibre sur ses genoux. Sa main se déplaçait lentement sur le papier, chaque trait délibéré et soigné. William s'approcha doucement, s'attendant à ce que le garçon sursaute. Au lieu de cela, Ethan leva simplement les yeux, puis retourna à son dessin. « Tu es enfin sorti de ta caverne », constata Ethan d'un ton neutre. William cligna des yeux, surpris par cette franchise. « J'avais du travail. Maman disait que tu travaillais toujours. Elle disait que c'est comme ça que tu changeais le monde. » La main d'Ethan trembla légèrement tandis qu'il continuait à dessiner. Elle n'était pas en colère à ce sujet. William se trouva sans voix devant cette absolution inattendue de Melissa d'Outre-Tombe. « Qu'est-ce que tu dessines » demanda-t-il enfin. Ethan hésita avant de tourner le carnet de croquis. William eut le souffle coupé. C'était lui, dessiné avec une habileté surprenante pour un enfant de 9 ans. Le portrait ne capturait pas seulement ses traits, mais quelque chose de plus profond. L'intensité de son regard, la tension de sa mâchoire. « Maman avait des photos », expliqua Ethan. Elle disait que je tenais mes talents de dessinateur de ton côté de la famille. William se souvint des aquarelles de sa mère, cachées après sa mort lorsque son père avait jugé l'art comme une activité futile. Elle s'est trompée sur une chose, continua Ethan en retournant à son croquis. Quoi donc ? Elle disait que tu étais un homme bon qui avait oublié comment le montrer. Les traits d'Ethan devinrent plus fermes. Tu n'as pas l'air d'avoir oublié. Tu as l'air de n'avoir jamais su. L'honnêteté brutale, assénée sans malice, le frappa plus profondément que n'importe quelle confrontation en salle de réunion. Avant que William ne puisse répondre, les nuages sombres qui s'étaient accumulés se crevèrent soudain. De grosses gouttes de pluie les cinglèrent tandis que le tonnerre grondait. Ethan lutta pour rassembler son matériel de dessin alors que la pluie s'intensifiait. Sans réfléchir, William le souleva d'un coup, laissant le fauteuil roulant, et se précipita vers la maison. Ethan était plus léger qu'il ne s'y attendait, terriblement fragile dans ses bras. Le garçon enroula instinctivement ses bras autour du cou de William, le premier véritable contact physique entre eux. À l'intérieur, William déposa Ethan sur un canapé, tous deux dégoulinant sur la coûteuse tapisserie. Il se tourna pour appeler Rebecca mais s'arrêta en réalisant qu'Ethan s'était endormi presque instantanément, son petit corps épuisé par le simple fait d'avoir dessiné. William resta à regarder son fils endormi, le portrait serré, oublié, dans sa main. Quelque chose d'inconnu s'agita dans sa poitrine. Ni pitié, ni obligation, mais quelque chose de plus complexe et inconfortable. Plus tard, pendant qu'Ethan faisait la sieste, William plaça silencieusement le dessin dans le tiroir de son bureau, ses doigts s'attardant sur l'image avant de le refermer. « Nous partons pour Boston dans 2 heures », annonça William au petit déjeuner, surprenant Ethan et Rebecca. Il ne s'était pas joint à eux pour un repas depuis des jours. « Boston ?» demanda Rebecca, vérifiant automatiquement le programme de médication d'Ethan sur sa tablette. « Conférence médicale. 3 jours. » Les yeux de William allèrent vers Ethan, puis se détournèrent. « J'ai pris des dispositions pour une infirmière temporaire là-bas. Madame Harris, vous aurez des vacances payées. » Rebecca fronça les sourcils. La routine d'Ethan est délicate. « Une nouvelle soignante ? J'ai déjà accepté l'invitation à la conférence, » interrompit William. L'arrangement est définitif. Après le petit déjeuner, Rebecca trouva William dans son bureau.
Avec tout mon respect, monsieur, Ethan n'est pas un bagage que l'on enregistre à l'hôtel pendant que vous assistez à des réunions. Cette conférence a un panel sur les traitements expérimentaux des maladies musculaires rares, répondit William sans lever les yeux. Je dois parler directement avec les chercheurs. L'expression de Rebecca s'adoucit légèrement. Vous faites des recherches sur sa maladie. J'explore toutes les options. William redressa des papiers sur son bureau. Le panel comprend des scientifiques qui ont travaillé pour mon entreprise. Des scientifiques dont j'ai interrompu les projets. La compréhension illumina le visage de Rebecca. Vous essayez de récupérer les recherches que vous avez vendues. William croisa enfin son regard. Quoi qu'il en coûte. Des heures plus tard, ils arrivèrent au Grand Méridien Hotel de Boston. Tandis qu'un chasseur prenait leurs bagages, Ethan s'émerveillait du hall somptueux, les yeux écarquillés. C'est plus chic que les hôpitaux où j'ai séjourné. William réussit un sourire crispé. La suite Pentouse est accessible. Je m'en suis assuré. Plus tard dans la soirée, William ajusta sa cravate avant la réception de la conférence. Il avait pris des dispositions pour qu'une infirmière locale nommée Julia reste avec Ethan. Quelles entreprises seront là ? Demanda Ethan de manière inattendue, regardant William se préparer. La plupart des grandes firmes pharmaceutiques. Pourquoi ? Ethan haussa les épaules. Maman me lisait les nouvelles économiques. Elle disait que tu étais célèbre pour être le requin de Pharma Street. William se raidit. C'était un surnom à sensation. Elle disait que tu étais le meilleur pour gagner de l'argent avec les médicaments. Les yeux d'Ethan ne contenaient aucun jugement, juste de la curiosité. C'est pour ça que tu es si riche. La franchise de la question prit William au dépourvu. C'est compliqué. Pas vraiment, répondit Ethan. Soit tu aides les gens à aller mieux et tu gagnes de l'argent, soit tu gagnes juste de l'argent. Avant que William ne puisse répondre, l'infirmière arriva, lui évitant de répondre. La réception de la conférence bourdonnait de l'élite de l'industrie. William naviguait dans la foule avec une aisance consommée, serrant des mains et échangeant des politesses tout en identifiant mentalement les chercheurs qu'il devait acculer au sujet de la maladie d'Ethan. William Taylor. Une voix retentit à travers la pièce. Le requin lui-même. Dr. A.B. Jenkins s'approcha, une coupe de champagne à la main. Toujours à nager dans les profits pendant que les patients se noient dans les dettes ? Les conversations environnantes se turent tandis que les gens observaient la confrontation. Dr. Jenkins reconnut froidement William. Toujours à blâmer les affaires pour vos échecs de recherche ? Jenkins sourit sans chaleur. J'ai récemment publié un article sur l'éthique pharmaceutique. Vous devriez le lire, si vous pouvez comprendre des mots qui ne sont pas précédés de signes $. Des murmures parcoururent la foule. William garda son sang-froid, bien que ses jointures blanchissent autour de son verre. Certains d'entre nous construisent des entreprises durables qui font progresser la médecine, répondit William d'un ton égal. D'autres courent après les distinctions académiques pendant que les traitements réels languissent dans des laboratoires sous-financés. Durable ? Jenkins rit amèrement. C'est comme ça que vous appelez l'abandon de la recherche sur les maladies rares parce que la population affectée n'est pas assez rentable. William ouvrit la bouche pour lancer une réplique cinglante lorsqu'un mouvement à l'entrée attira son regard. Julia, l'infirmière, poussait Ethan dans le hall de réception. Les yeux du garçon balayaient la foule jusqu'à ce qu'il croise ceux de William. « Je suis désolé, monsieur Taylor », expliqua Julia en s'approchant. Il a beaucoup insisté pour voir où vous parliez, demain. William se sentit exposé alors que les conversations autour d'eux mouraient. Tout le monde connaissait ses pratiques commerciales impitoyables. Maintenant, il voyait le garçon en fauteuil roulant, le regardant avec une curiosité non dissimulée. « C'est votre fils ?» demanda Jenkins, une véritable surprise remplaçant l'hostilité. Avant que William ne puisse répondre, Ethan tendit la main à Jenkins. « Je suis Ethan Taylor. Êtes-vous l'un des médecins qui font des recherches sur les maladies musculaires ?» La simple question, posée avec une telle franchise innocente, transforma l'atmosphère. Jenkins s'agenouilla au niveau d'Ethan, son attitude complètement changée. « Oui, jeune homme. En fait, c'est l'œuvre de ma vie. » William regarda, sans voix, son plus grand critique professionnel et son fils entamer une conversation animée sur les traitements expérimentaux. Pour la première fois, William se vit à travers les yeux d'Ethan et se sentit inadéquat. Le retour au manoir fut empreint d'une tension étrange.
William avait écourté leur voyage à Boston après la réception de la conférence, annulant son allocution en faveur d'un départ précipité. Pendant tout le vol de retour, il s'était plongé dans sa tablette, jetant occasionnellement des coups d'œil à Ethan avec une expression indéchiffrable. 2 jours s'étaient écoulés depuis leur retour, William se retirant de nouveau dans son bureau. Ethan n'avait demandé de ses nouvelles qu'une seule fois, puis avait semblé accepter cette nouvelle absence avec une résignation habituée. Rebecca trouva Ethan au pied du grand escalier le 3e matin, son fauteuil roulant garé sur le côté. Utilisant la rampe ornée comme support, il tentait de se hisser sur la première marche. « Ethan !» Elle se précipita vers lui. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je monte à l'étage, » répondit-il, le visage rouge d'effort. « Comme les gens normaux. Il y a un ascenseur. On peut l'utiliser. »« Je ne veux pas utiliser l'ascenseur. » La voix d'Ethan se brisa de frustration. « Je veux utiliser les escaliers, comme avant que tout ne commence à se détraquer. » Rebecca s'avança pour l'aider, mais Ethan secoua vivement la tête. « Je peux le faire tout seul. » Depuis le seuil de son bureau, William observait en silence, partagé entre l'intervention et le respect pour la détermination de son fils. La scène lui était douloureusement familière, lui-même, à 9 ans, luttant avec l'algèbre tandis que son père observait froidement, refusant d'offrir de l'aide parce que les hommes Taylor surmontent les obstacles par eux-mêmes. Ethan réussit à se hisser sur la première marche, un éclair de triomphe traversant son visage avant de s'estomper dans la concentration alors qu'il affrontait la suivante. Ses bras tremblaient sous l'effort. William s'avança juste au moment où la prise d'Ethan faiblit. Avant que l'un ou l'autre des adultes ne puisse l'atteindre, le garçon bascula en arrière, un cri de douleur lui échappant alors qu'il heurtait le sol en marbre. Rebecca s'agenouilla immédiatement à côté de lui, l'évaluation professionnelle prenant le pas sur la panique. « Où as-tu mal, Ethan ?»« Mon poignet » halta-t-il en berçant son bras gauche. William resta figé, inutile, tandis que Rebecca examinait doucement la blessure. « Nous avons besoin d'une radio » décida-t-elle en regardant William. « C'est peut-être cassé. » La salle d'attente de l'hôpital était peinte de couleurs gaies qui ne parvenaient pas à masquer l'atmosphère institutionnelle. William faisait les 100 pas pendant que Rebecca remplissait des formulaires, Ethan les observant tous les deux en silence depuis son fauteuil roulant, son poignet dans une attelle temporaire. « Pourquoi fabrique-t-il même des escaliers ?» marmonna finalement Ethan, brisant le silence tendu. William cessa de faire les 100 pas. « Si tu construis des choses que tout le monde ne peut pas utiliser, tu dis en fait que certaines personnes ne comptent pas. » continua Ethan, son jeune visage sérieux. « C'est ce que tu fais dans ton entreprise, n'est-ce pas ? Décider qui compte. » La franchise de la question abasourdit William. Avant qu'il ne puisse formuler une réponse, un médecin appela le nom d'Ethan. Des heures plus tard, Ethan dormait dans son lit d'hôpital, son poignet fracturé immobilisé dans un plâtre bleu. William se tenait à la fenêtre, les lumières de la ville se brouillant tandis que l'épuisement et une émotion inattendue le submergèrent. « Il ira bien, » dit doucement Rebecca en entrant avec du café. « La fracture était nette cette fois, » répondit William, la voix rauque. « Et la prochaine fois ? Ou quand il ne pourra plus du tout marcher ? Ou quand son muscle cardiaque faiblira ?» Rebecca l'étudia attentivement. « Vous avez fait des recherches approfondies sur sa maladie. »« Je sais exactement ce qui va arriver. » Les mains de William se crispèrent autour de la tasse de café. J'ai examiné chaque étude, chaque antécédent. Je sais ce qu'il perdra, quand il le perdra, comment ça finira. Et sachant cela, que ferez-vous ? William se détourna de la fenêtre, le visage défait par une émotion que Rebecca ne parvenait pas à nommer. Je ne sais pas comment être ce dont il a besoin, admit. Soyez simplement son père, répondit simplement Rebecca. Le reste suivra. Le manoir bourdonnait d'activité. Des ouvriers se déplaçaient efficacement dans les couloirs, installant des rampes élégantes sur les marches, élargissant les portes et montant des barres d'appui à des endroits stratégiques. Dans le hall principal, un technicien d'ascenseur effectuait les derniers réglages sur un monte-charge nouvellement installé. Depuis son bureau temporaire dans la véranda, William supervisait le chaos avec une patience inhabituelle. Des plans d'architecte couvraient son bureau improvisé, chaque page marquée d'annotations soignées de son écriture précise. L'entrepreneur dit que les modifications de la piscine seront terminées la semaine prochaine, rapporta Rebecca en entrant avec le programme de médication d'Ethan. L'équipement de la salle de thérapie arrive demain. William hocha la tête, étudiant un plan pour des sanitaires accessibles.
Et le système à commande vocale sera installé jeudi. Rebecca s'arrêta, observant William avec un respect nouveau. Vous avez pensé à tout. À peine, répondit William, son attention se portant sur Ethan dans le jardin, visible à travers les fenêtres. Le garçon tentait de naviguer sur les chemins de pierre nouvellement installés dans son fauteuil roulant, son poignet plâtré rendant la tâche plus difficile. J'aurais dû faire ça il y a des semaines. Ce soir-là, William frappa timidement à la porte d'Ethan, une pile de livres sous le bras. Les rénovations avaient progressé jusqu'à la suite d'Ethan, la transformant avec des adaptations subtiles qui reconnaissaient sa maladie sans souligner ses limites. L'heure d'aller au lit, annonça William, planant maladroitement sur le seuil. Ethan leva les yeux de sa tablette, surpris. Vous n'êtes pas obligé. Rebecca m'aide habituellement. Je lui ai donné sa soirée. William s'approcha, plaçant les livres sur la table de nuit. J'ai pensé que je pourrais peut-être te lire une histoire ce soir. La suggestion flotta dans l'air, tous deux reconnaissant l'ouverture que cela représentait. Maman me lisait une histoire tous les soirs, dit doucement Ethan. Avant qu'elle ne tombe trop malade. William hocha la tête, ne sachant comment répondre à la mention de Melissa. Il prit le livre du dessus, un recueil d'articles scientifiques pour jeunes lecteurs. Cela semblait approprié. Un petit sourire étira les lèvres d'Ethan. Maman me donnait des romans policiers. Elle disait que j'avais besoin d'imagination, pas seulement de faits. Je peux prendre d'autres livres demain, proposa rapidement William. Non, c'est bien. Ethan s'installa contre ses oreillers. J'aime la science. William commença à lire mécaniquement, sa voix d'homme d'affaires plate et sans modulation. Cependant, au fil des minutes, le contenu le captiva. Un article sur l'exploration spatiale, écrit avec une élégance surprenante. Son ton s'adoucit, trouvant des rythmes naturels dans la prose. Lorsqu'il eut terminé le premier article, William leva les yeux et trouva Ethan qui le regardait attentivement. « Tu lis différemment de maman », observa Ethan. Elle faisait les voix. « Toi, on dirait que tu essaies de comprendre chaque mot. »« Je suppose que oui, » admit William. « La science m'a toujours été plus compréhensible que la fiction. » Pourquoi ? La simple question prit William au dépourvu. La fiction est imprévisible. La science suit des règles. Comme les affaires ? Demanda Ethan avec perspicacité. Oui. William réfléchit soigneusement à ses prochains mots. En affaires, les décisions sont basées sur des données, des probabilités, un retour sur investissement. C'est ordonné. Ethan hocha la tête, pensif. C'est pour ça que tu as arrêté cette recherche, celle que Dr Jenkins a mentionnée, pour les gens atteints de maladies comme la mienne ? Parce que les chiffres ne collaient pas. La franchise de la question frappa William comme un choc physique. Il aurait pu dévier ou rejeter cela comme une simplification enfantine. Au lieu de cela, regardant dans ses yeux si déconcertants semblables aux siens, il choisit l'honnêteté. Oui. Et j'avais tort. L'aveu plana entre eux, lourd et transformateur. Lis en un autre, demanda Ethan après un moment, désignant un article sur l'exploration des grands fonds marins. Plus tard, alors qu'Ethan s'endormait, William resta assis à côté du lit, observant la montée et la descente régulière de la poitrine de son fils. Sur la table de nuit se trouvait le magazine scientifique, des flacons de médicaments, un verre d'eau et une petite photo encadrée de Melissa qu'Ethan gardait près de lui. Pour la première fois, William regarda vraiment la photographie. Melissa riant, son bras autour d'un Ethan plus jeune et en meilleure santé. Elle avait vieilli depuis leur divorce, des rides de difficulté gravées autour de ses yeux, mais son sourire restait inchangé, sincère, chaleureux, tout ce que le sien n'avait jamais été. « J'essaie », murmura-t-il, ne sachant s'il s'adressait à la photographie de Melissa, au garçon endormi ou à une partie de lui-même longtemps refoulée. « Je ne sais pas si c'est suffisant, mais j'essaie. » Le chalet surplombait un lac immaculé, sa terrasse en bois patiné s'étendant presque jusqu'à l'eau. Contrairement au manoir de William, cette retraite était confortable plutôt qu'imposante, rustique mais douillette, avec de larges portes et une rampe nouvellement installée, seuls indices de ses modifications d'accessibilité. « Vous possédez cet endroit ?» demanda Ethan, manéuvrant son fauteuil roulant sur la terrasse, son plâtre récemment retiré mais une attelle soutenant toujours son poignet en voie de guérison. « Mon grand-père l'a construit », répondit William en posant leur sac. Avant la fortune des Taylor, avant les produits pharmaceutiques, il était médecin dans un petit cabinet. Ethan plissa les yeux en regardant William. « Vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui va à la pêche. » Un petit sourire effleura les lèvres de William. «
Je ne suis pas venu ici depuis 20 ans. Pas depuis avant? Il laissa sa phrase en suspens, des souvenirs refaisant surface, celui d'avoir amené Melissa ici une fois, au début de leur mariage. Avant quoi? Avant que je ne devienne la personne que tout le monde pense que je suis. Rebecca s'était opposée à cette escapade de week-end, invoquant des préoccupations médicales. Mais William avait été catégorique. Mes médecins sont d'accord, un changement d'environnement serait bénéfique, avait-il insisté, et j'ai pris des dispositions pour les services d'urgence si nécessaire. Ce qu'il n'avait pas mentionné, c'était son besoin profond d'échapper à la grandeur oppressive du manoir, de trouver un terrain neutre où Ethan et lui pourraient enfin se connecter. Ce soir-là, ils s'assirent sur la terrasse avec de simples cannes à pêche, les lignes jetées dans l'eau calme. William montra comment appâter l'hameçon, ses mains se mouvant avec une familiarité inattendue. « Mon grand-père m'a appris quand j'étais plus jeune que toi », expliqua-t-il. Il disait qu'un homme devait savoir se nourrir, indépendamment de la fortune. « Ton père pêchait aussi ?» demanda Ethan, se concentrant pour tenir sa canne fermement avec ses mains affaiblies. L'expression de William s'assombrit. « Mon père croyait aux salles de conseil, pas au magasin d'appât. Il considérait cet endroit comme une honte. C'est pour ça que tu as arrêté de venir ?» La franchise de la question ne surprenait plus William. Il s'était habitué à la capacité déconcertante d'Ethan à viser les points sensibles émotionnels. En partie, Amil. Mon père voulait un certain type de fils. Quelqu'un de froid, calculateur, impitoyable en affaires. Finalement, je suis devenu exactement cela. Maman n'a jamais dit que tu étais froid, dit doucement Ethan en regardant son flotteur. Même quand elle était très en colère, elle disait que tu n'avais pas toujours été comme ça. Que quelque chose avait dû se passer. William regarda par-delà le lac, la lumière du soir dorant l'eau. Ta mère voyait des choses en moi que j'avais oubliées. Ils se turent alors que la ligne d'Ethan se tendit soudainement. William le guida pour remonter une jolie perche. Le visage d'Ethan s'illumina de triomphe malgré ses bras tremblants. Plus tard, après un simple dîner, Ethan s'assit emmitouflé dans une couverture sur le canapé, luttant contre le sommeil. « Tu me raconteras quand tu as rencontré maman ?» La demande surprit William, mais il se retrouva à parler d'une Melissa plus jeune, idéaliste, qui avait défié sa mentalité d'entreprise naissante, qui croyait que la médecine devait guérir plus que les comptes en banque. « Elle n'a jamais cessé de croire ça », murmura Ethan, somnolent. Même quand elle est tombée malade et que l'assurance ne couvrait pas ses traitements. William eut le souffle coupé. « Quoi ?» Mais Ethan s'était endormi, laissant William avec des questions qui le rongeaient toute la nuit. À l'aube, William trouva Ethan déjà réveillé, regardant le lever du soleil peindre le lac d'ambre et d'or. Ils s'assirent dans un silence confortable jusqu'à ce qu'Ethan serre soudainement son bras, le visage tordu de douleur. Spasme musculaire, halta-t-il. « Ça va passer. » William se figea, non préparé à cette manifestation de la maladie qui se cachait sous leur idylle du week-end. Lorsque le médicament d'urgence d'Ethan ne fit pas effet immédiatement, une peur véritable étreignit William pour la première fois depuis qu'il était devenu père. En tenant son fils pendant cet épisode douloureux, William affronta une vérité qu'il avait évitée. Il ne se battait pas seulement pour de meilleurs traitements ou adaptations. Il faisait une course contre la montre. La salle du conseil de Taylor Pharmaceuticals devint silencieuse alors que William concluait sa présentation. 20 visages de cadres le fixaient, leurs expressions allant du choc à l'hostilité pure et simple. « Laissez-moi bien comprendre », intervint finalement Gerald Hoffman, le directeur financier. « Vous voulez allouer 40% de notre budget R&D aux maladies rares, les mêmes maladies que nous avons constamment jugées financièrement non viables ?» William se tenait à la tête de la table, sa posture rigide mais assurée. Pas seulement les maladies rares, Gerald. Une division spécifique axée sur les affections neuromusculaires pédiatriques. Avec tout le respect que je vous dois, William, intervint Patricia Chen, responsable des relations avec les investisseurs, cette proposition réduirait les bénéfices prévus de près de 30% au prochain exercice fiscal. Nos actionnaires ? Nos actionnaires ont investi dans une entreprise qui innove, interrompit William. C'est précisément ce que je propose. L'innovation qui génère un retour, rétorqua Gerald. C'est de la philanthropie déguisée en stratégie commerciale. Les yeux de William se rétrécirent. Est-ce de la philanthropie de reconnaître des marchés inexploités, de nous positionner en avance sur nos concurrents dans les domaines de traitement émergents, de bâtir une bonne volonté qui se traduit par une fidélité à la marque ?
La langue de bois des entreprises sonnait creux même en la prononçant. Mais William connaissait leur langage. Il en avait inventé une grande partie lui-même au fil des ans. Votre intérêt soudain pour ces maladies n'aurait rien à voir avec le garçon, n'est-ce pas? Demanda doucement Gérald. La pièce se tendit. Tout le monde avait entendu des rumeurs sur le fils nouvellement découvert de William, atteint d'une maladie évolutive. Ma vie personnelle n'a rien à voir avec cette discussion, répondit froidement William, bien que son pouce accélère. La proposition repose sur ses mérites commerciaux. Le conseil devra voter, lui rappela Patricia. Et franchement, William, le résultat pourrait ne pas vous plaire. De retour au manoir ce soir-là, William trouva Ethan dans sa chambre fraîchement rénovée, entouré de technologies d'assistance avancée, systèmes à commande vocale, interfaces informatiques spécialisées et aide à la mobilité, tous discrètement intégrés dans l'espace. « Comment s'est passée ta réunion ?» demanda Ethan en levant les yeux d'un manuel de physique. William hésita. « Difficile. Ils ne veulent pas aider les enfants comme moi, n'est-ce pas ?» La perspicacité surprenait toujours William. « C'est compliqué. »« Non, ça ne l'est pas, » répondit simplement Ethan. « Ils pensent que nous ne valons pas l'argent. » William s'assit sur le bord du lit d'Ethan, soudain épuisé. « Je pensais comme ça aussi, avant. »« Qu'est-ce qui a changé ?» demanda Ethan, bien que son expression suggère qu'il connaissait déjà la réponse. Avant que William ne puisse répondre, son téléphone sonna. Rebecca appelait d'en bas. « Monsieur, le docteur Matthews est là pour l'évaluation d'Ethan. » La visite du spécialiste fut longue et approfondie. William observait depuis un coin tandis que le docteur Matthews soumettait Ethan à une série d'évaluations, mesurant sa force, sa coordination et sa fonction respiratoire. L'expression du médecin resta professionnellement neutre, mais William avait passé des décennies à lire les signes subtils dans les négociations commerciales. « À quel point est-ce grave ?» demanda William sans détour une fois Ethan au repos. Le docteur Matthews retira ses lunettes. « La progression est préoccupante. Plus rapide que nous l'espérions. Sa fonction respiratoire, en particulier. Option de traitement ? Protocole standard pour l'instant. Mais il y a un traitement expérimental qui semble prometteur. Malheureusement, le coût n'est pas un problème, interrompit William. Ce n'est pas une question de coût, monsieur Taylor. C'est une question d'accès. Le traitement est encore en essai clinique, avec des places très limitées. Le téléphone de William vibra, un message urgent de son bureau. Le conseil avait convoqué une session d'urgence pour le lendemain matin. Cette nuit-là, William se tenait sur le seuil de la chambre d'Ethan, regardant son fils dormir. La respiration du garçon semblait plus laborieuse qu'auparavant. Ou peut-être William y était-il simplement plus sensible maintenant. Son téléphone vibra de nouveau, un message de Gérald, « Reconsidérez votre position avant demain. Les votes sont contre vous. » William éteignit son téléphone, sa décision déjà prise. Le couloir de l'hôpital semblait interminable tandis que William faisait les 100 pas devant la salle de traitement d'Ethan. 3 jours s'étaient écoulés depuis la réunion d'urgence du conseil où il avait pris position. Monsieur Taylor, apparut une infirmière. Il vous demande. William entra et trouva Ethan connecté à des appareils de surveillance. Sa silhouette mince, encore plus amoindrie contre les draps blancs de l'hôpital. Le dernier épisode avait été le pire à ce jour. Une détresse respiratoire qui avait bleui ses lèvres avant que l'équipe d'urgence ne le stabilise. « Tu es censé être à ta réunion du conseil », dit faiblement Ethan. William secoua la tête, prenant la chaise à côté du lit. « Certaines choses sont plus importantes. »« Ils t'ont viré ?» La franchise de la question arracha un sourire inattendu à William. « Pas exactement. » Il ajusta la couverture d'Ethan. « Je détiens toujours une participation majoritaire dans l'entreprise. Ils ne peuvent pas me virer, mais ils ont voté pour suspendre plusieurs de mes initiatives. » Ce que William ne partagea pas, c'était l'acharnement de la confrontation. Comment le conseil lui avait présenté un ultimatum, abandonner l'initiative sur les maladies rares ou faire face à une révolte coordonnée des actionnaires. Comment il avait regardé Gerald Hoffman dans les yeux et répondu simplement « Faites de votre pire ». Le docteur Matthews entra, une tablette avec des résultats de tests à la main. « Monsieur Taylor, nous devrions discuter des options d'Ethan. » Tandis que le médecin détaillait le protocole de traitement expérimental, une thérapie génique montrant des résultats prometteurs dans des cas similaires, William remarqua l'intense concentration d'Ethan. « Combien d'enfants participent à cet essai ?» demanda soudain Ethan.
Le docteur Matthews hésita. Actuellement, 12 dans le monde. C'est extrêmement limité. Mais il y en a des milliers avec ma maladie, insista Ethan. Malheureusement, oui. William reconnut l'expression qui s'installait sur le visage de son fils, la même évaluation calculatrice qu'il faisait lui-même avant des décisions commerciales difficiles. Je n'en veux pas, annonça Ethan. Ethan, commença William. Ce n'est pas juste, continua fermement Ethan. Tu pourrais probablement me faire entrer parce que tu es riche et influent, mais qu'en est-il de tous les autres? Le silence qui s'ensuivit avait un poids que William n'avait jamais connu dans aucune confrontation en salle de réunion. Nous en discuterons plus tard, dit finalement William. Tu as besoin de te reposer. Cette nuit-là, William était assis seul dans la salle d'attente de l'hôpital, la cravate desserrée, le costume froissé. Rebecca lui apporta un café, l'expression compatissante. Il dort maintenant, rapporta TL. Son taux d'oxygène est meilleur. William hocha la tête distraitement, son esprit parcourant des scénarios, des éventualités, des possibilités. Il a refusé la place dans l'essai, dit finalement William. Un enfant de 9 ans avec plus de clarté éthique que la plupart des membres de mon conseil. Rebecca s'assit à côté de lui. C'est le fils de son père par la détermination et peut-être de sa mère par le cœur. Le commentaire frappa profondément William. Melissa aurait été fière de lui aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'elle dirait la même chose de moi. Je pense qu'elle pourrait vous surprendre, répondit doucement Rebecca. William regarda son reflet dans la fenêtre. L'homme d'affaires prospère qui avait privilégié les marges bénéficiaires aux vies humaines pendant des décennies. L'homme qui avait abandonné des recherches qui auraient pu aider son propre fils des années plus tôt. Un SMS interrompit ses pensées. Son chercheur principal, percé dans le protocole myofibrillaire. Approbation de financement nécessaire immédiatement pour procéder. Les doigts de William planèrent sur le téléphone. Sa fortune personnelle restait considérable, même si les ressources de l'entreprise étaient désormais limitées. Il pouvait financer la recherche en privé, peut-être obtenir un traitement pour Ethan. Mais les mots d'Ethan résonnaient, et tous les autres? Au matin, William avait sa réponse. Il entra dans la chambre d'Ethan avec un objectif renouvelé. « J'ai une proposition », dit-il à son fils. « Tu acceptes la place dans l'essai, et j'utilise toutes les ressources dont je dispose pour étendre l'essai à 50 autres enfants. » Ethan l'étudia avec suspicion. « Peux-tu faire ça ?»« Regarde-moi faire », répondit William avec la confiance qui avait bâti son empire. Le cimetière paraissait différent à la lumière du matin. Un an auparavant, William s'y était rendu par froide obligation. Aujourd'hui, il se tenait près de la tombe de Melissa avec Ethan à ses côtés, tous deux portant des fleurs sauvages cueillies dans la prairie du chalet au bord du lac. Elle adorait celle-ci, dit Ethan en arrangeant soigneusement son bouquet contre la stèle. Ses mouvements étaient plus mesurés maintenant, les traitements expérimentaux apportant une stabilité subtile à sa maladie, mais pas le rétablissement miraculeux que William avait secrètement espéré. William regardait son fils avec un mélange de fierté et de tristesse persistante. 6 mois après le début du programme d'essai élargi, Ethan était devenu une sorte de meneur parmi les participants, sa résilience inspirant enfants et parents. La communauté médicale avait pris note de l'expansion inhabituelle de l'essai, financée principalement par la fortune personnelle de William après que son conseil d'administration eut limité l'implication de l'entreprise. « J'ai apporté quelque chose », dit William en sortant une enveloppe de sa veste. Contrairement à la lettre jaunie de Melissa qui avait changé sa vie 1 an auparavant, celle-ci était nette et neuve, scellée avec un soin délibéré. « Qu'est-ce que c'est » demanda Ethan. « Une lettre pour ta mère. » William la plaça à côté des fleurs. Le geste lui parut à la fois stupide et nécessaire. Ethan hocha la tête avec une compréhension inattendue. « Je lui parle parfois aussi. Même si elle ne peut pas m'entendre. » « Peut-être qu'elle le peut, » répondit William, se surprenant lui-même par ce sentiment. Ils s'assirent ensemble sur un banc face à la tombe, le soleil printanier réchauffant leurs épaules. William n'avait jamais imaginé trouver la paix dans un cimetière. Pourtant, elle était là, un moment de calme partagé avec son fils, contemplant la femme qui avait lié leur vie d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu anticiper. « Te souviens-tu quand elle est tombée malade ?» demanda William avec précaution, une question qui persistait depuis leur conversation au chalet. Ethan hocha la tête. « C'est arrivé vite. Elle était tout le temps fatiguée. Puis les médecins ont trouvé quelque chose dans ses poumons. » Sa description clinique rappelait tellement William à lui-même que c'en était surprenant.
Elle ne pouvait pas se payer le spécialiste, alors son médecin traitant a fait ce qu'il a pu. La poitrine de William se serra. Elle ne m'a jamais demandé d'aide. Elle disait que tu avais ta propre vie maintenant. Que tu ne voudrais pas être dérangé. La voix d'Ethan ne contenait aucune accusation, juste le récit d'enfant des faits tels qu'ils lui avaient été présentés. Elle avait tort, dit doucement William. J'aurais aidé. Vraiment? Ethan le regarda directement. La personne que tu étais alors, aurait-elle aidé? La question plana entre eux, honnête et sans détour. Je ne sais pas, admit finalement William. Et c'est quelque chose avec lequel je devrais vivre. Ils restèrent dans un silence contemplatif jusqu'à ce qu'Ethan reprenne la parole. La nuit avant sa mort, maman m'a fait promettre de te trouver. Pas seulement parce que j'avais besoin d'un endroit où aller, mais parce qu'elle croyait toujours en toi. Les doigts d'Ethan traçaient des motifs sur l'accoudoir de son fauteuil roulant. Elle disait que tu étais destiné à plus que gagner de l'argent. Que tu pouvais changer le monde si tu te souvenais pourquoi tu avais commencé à faire de la médecine au départ. La gorge de William se serra d'une émotion inattendue. Dans ces derniers moments, Melissa avait vu quelque chose en lui qu'il avait longtemps oublié. Le jeune chercheur idéaliste qui avait autrefois rêvé de guérir des maladies, pas seulement d'en profiter. J'essaie de me souvenir, dit doucement William. Alors qu'il se préparait à partir, Ethan se retourna vers la tombe. Penses-tu qu'elle serait fière de nous? De ce que nous sommes maintenant? William songea au changement de l'année écoulée, pas seulement dans ses priorités commerciales ou les adaptations de sa maison, mais en lui-même. Les murs qu'il avait érigés pendant des décennies n'avaient pas complètement disparu, mais ils s'étaient suffisamment fissurés pour laisser passer quelque chose de vital. Oui, répondit-il avec certitude. Je pense qu'elle le serait. Le titre faisait la une des sites d'information financière du monde entier. Le titan pharmaceutique William Taylor cède sa participation majoritaire dans Taylor Pharmaceuticals. Dans le bureau fraîchement rénové du manoir Taylor, désormais accessible avec des portes plus larges et un bureau adapté au fauteuil roulant d'Ethan, William ferma son ordinateur portable alors que son fils entrait en fauteuil. « Tu l'as vraiment fait, » dit Ethan, tenant une tablette affichant le même titre. « Tu as vendu ton entreprise. » Pas exactement, corrigea William. J'ai conservé une participation minoritaire et un rôle de conseiller, mais oui, j'ai liquidé la plupart de mes actions. La bataille d'entreprise avait été brutale. Après l'insistance continue de William à donner la priorité à la recherche sur les maladies rares, le conseil d'administration avait organisé ce qui s'apparentait à un coup d'État, menaçant de l'évincer complètement. Plutôt que de se battre, William avait opéré une retraite stratégique, vendant sa participation majoritaire pour un chiffre qui avait fait halter les analystes financiers. Madame Chen de ton conseil était à la télé, continua Ethan. Elle a qualifié ta décision d'inexplicable et contraire aux intérêts des actionnaires. Un petit sourire effleura les lèvres de William. Patricia a toujours eu le chic pour les mots. Es-tu triste à ce sujet? D'avoir perdu ton entreprise? William considéra la question avec une véritable réflexion. L'empire qu'il avait passé 20 ans à bâtir l'avait complètement défini jusqu'à un an auparavant. Maintenant, cela ressemblait à se débarrasser d'une peau devenue trop étroite. Non, répondit-il sincèrement. Je suis prêt pour ce qui va suivre. Ce qui allait suivre prenait déjà forme dans le bâtiment du centre-ville que William avait acheté comptant. La Fondation Taylor pour la recherche sur les maladies rares n'était plus seulement un concept sur papier, mais une réalité physique avec des laboratoires en cours d'équipement et des scientifiques en cours de recrutement. Le docteur Jenkins a appelé, dit William à Ethan. Il a accepté le poste de directeur de recherche. Les sourcils d'Ethan se haussèrent. Le type qui t'a traité de requin? Le même. L'expression de William devint sérieuse. Il est brillant, éthique, et n'a pas peur de me dire quand j'ai tort. Exactement ce dont la Fondation a besoin. Alors que le printemps cédait la place à l'été, la Fondation prit forme avec une rapidité remarquable. Le sens des affaires de William, libéré des contraintes de profit, se révéla tout aussi efficace pour faire progresser la recherche médicale. L'essai élargi qui avait commencé avec Ethan incluait désormais plus de 100 enfants dans le monde. Un matin, un article de fond parut dans une grande publication scientifique, soulignant l'approche non conventionnelle de la Fondation. Le journaliste avait inventé un nouveau surnom pour William, le réformateur pharmaceutique. Mieux que requin, commenta Rebecca en montrant l'article à William au petit déjeuner. William secoua la tête. Je ne suis pas intéressé par la réhabilitation de ma réputation. Non,
acquiesça Rebecca. Mais cela compte pour ceux qui regardent, surtout lui. Elle fit un signe de tête vers Ethan, qui était absorbé par un appel vidéo avec un autre participant à l'essai de l'autre bout du pays. Cet après-midi-là, alors que William se préparait pour une réunion de la fondation, il trouva Ethan qui attendait dans le hall. « Puis-je venir avec toi aujourd'hui » demanda-t-il. « Je veux voir ça. » Au siège de la fondation, William regarda avec une fierté tranquille Ethan explorer les laboratoires, posant des questions pertinentes qui impressionnèrent même les chercheurs chevronnés. Le garçon qui était entré dans sa vie un an auparavant, effrayé et seul, se déplaçait maintenant dans l'espace scientifique avec détermination et une confiance croissante. « C'est ce que tu voulais quand tu as lancé Taylor Pharmaceuticals ?» demanda Ethan plus tard, alors qu'il surplombait les tâches de recherche depuis le nouveau bureau de William. « C'est ce que j'aurais dû vouloir, » admit William. « Quelque part en chemin, j'ai oublié le but derrière le profit. » Alors qu'il se préparait à partir, un chercheur s'approcha avec des résultats préliminaires d'un nouveau protocole. William commença à examiner les données, puis s'arrêta, tendant la tablette à Ethan. « Qu'en penses-tu » demanda-t-il. « Tu comprends cette maladie mieux que quiconque. » Un an s'était écoulé depuis le lancement de la fondation. Ce qui avait commencé comme la mission personnelle de William avait évolué en une institution de recherche respectée, attirant les meilleurs esprits scientifiques du monde entier. L'essai de traitement élargi incluait désormais plus de 200 enfants sur 5 continents, avec des résultats de stabilité prometteurs dans de nombreux cas, y compris celui d'Ethan. Aujourd'hui marquait le 10e anniversaire d'Ethan. Le manoir, autrefois froid et stérile, s'était transformé en un foyer rempli de preuves de la présence d'un enfant, des posters scientifiques ornant les murs, une technologie adaptative intégrée de manière transparente, et un piano à queue dans la pièce principale où Ethan s'entraînait quotidiennement malgré sa maladie. « Tout est prêt pour cet après-midi » demanda William à Rebecca alors qu'il préparait le petit déjeuner. « Le docteur Jenkins a confirmé les visites des laboratoires, » répondit-elle, « et tous les enfants du groupe de soutien d'Ethan viennent à la fête après. » William hocha la tête, s'émerveillant toujours de la façon dont sa vie avait complètement changé. L'homme qui refusait autrefois les invitations à dîner des dirigeants du monde attendait, maintenant avec impatience, une fête d'anniversaire pour enfants. Quand Ethan entra dans la cuisine, William lui présenta une petite boîte emballée. « Joyeux anniversaire, mon fils. » À l'intérieur se trouvait un badge avec le nom d'Ethan et le logo de la fondation. « Chercheur junior officiel » lut Ethan à haute voix, son visage s'illuminant. « Pas seulement pour la frime » expliqua William. « Le docteur Jenkins dit que tes observations sur les effets du traitement ont été inestimables. Il veut que tu commences à les documenter officiellement. » Plus tard ce matin-là, ils arrivèrent au siège de la fondation. Là où autrefois William se déplaçait dans les espaces de l'entreprise en exigeant la déférence, il marchait maintenant aux côtés d'Ethan, calquant son pas sur celui de son fils. Le laboratoire avait été préparé pour les visiteurs, les expériences en cours étant sécurisées mais visibles. Le docteur Jenkins les accueillit chaleureusement, l'ancien adversaire devenu un allié de confiance dans leur mission commune. « Le roi de la fête arrive », annonça-t-il en les conduisant à travers les portes de sécurité vers l'étage principal de recherche. Comme prévu, toute l'équipe de recherche attendait, ainsi que plusieurs enfants du programme de traitement qui vivaient à proximité. Ce que William n'avait pas prévu, c'était l'écran de présentation affichant Projet Ethan, le nom officiel de l'initiative de recherche phare de la Fondation. « Nous avons fait une percée », annonça le docteur Jenkins. La thérapie protéique modifiée montre des résultats remarquables dans la prévention de la dégradation ultérieure du tissu musculaire. Tandis que le docteur Jenkins expliquait les détails techniques, William regardait Ethan absorber chaque mot, posant des questions qui reflétaient une compréhension sophistiquée de sa propre maladie. La fierté gonfla sa poitrine. Pas la satisfaction froide de la conquête d'entreprise, mais quelque chose de plus chaleureux et de plus profond. Pendant la visite, William remarqua qu'Ethan gravitait à plusieurs reprises vers une chercheuse, le docteur Sarah Chen, une brillante neurologue qui avait rejoint la fondation 6 mois plus tôt après avoir quitté un poste prestigieux à Johns Hopkins. Le docteur Chen m'aide à comprendre comment fonctionne le traitement, expliqua Ethan lorsque William s'enquit plus tard. Elle explique les choses sans me prendre de haut. À la fête d'anniversaire qui suivit, William observa l'aisance naturelle du docteur Chen, non seulement avec Ethan, mais avec tous les enfants. Elle se déplaçait avec aisance entre les fauteuils roulants et les aides à la mobilité. Son intérêt sincère pour leur expérience était évident.
Votre fils est remarquable, dit-elle doucement à William alors que les enfants savouraient le gâteau. Ses intuitions ont réellement influencé l'orientation de nos recherches. Il tient son intelligence de sa mère, répondit William. Le docteur Chen l'étudia pensivement. Et sa détermination à changer le monde de son père, je pense. Ce soir-là, alors qu'Ethan montrait ses nouveaux livres de science aux derniers invités qui s'attardaient, William se tenait en retrait, observant la scène. Son fils, entouré d'amis, animé malgré ses limitations physiques, trouvant la joie dans la découverte et la connexion. Pour la première fois, William s'autorisa à ressentir quelque chose qu'il avait soigneusement réprimé, l'espoir. Pas seulement pour le pronostic médical d'Ethan, mais pour la vie qu'ils construisaient ensemble. Une vie qui avait un sens au-delà des bilans et des parts de marché. 2 ans s'étaient écoulés depuis ce jour fatidique au cimetière où un garçon en fauteuil roulant avait remis à William une lettre qui avait tout changé. Le siège de la fondation bourdonnait d'anticipation alors que chercheurs, patients et familles se rassemblaient pour une annonce capitale. Dans le laboratoire principal, modifié pour accueillir les nombreux fauteuils roulants présents, le docteur Jenkins se tenait à côté du docteur Chen, tous deux rayonnant d'une excitation à peine contenue. William attendait à l'arrière avec Ethan, regardant les gens remplir chaque espace disponible. « Nerveux ?» demanda William, remarquant les mains d'Ethan qui s'agitaient sur les accoudoirs de son fauteuil roulant. « Un peu, admit Ethan. À 11 ans, il avait grandi, c'est très mûrissant pour montrer encore plus de ressemblance avec William, bien que son sourire soit resté entièrement celui de Melissa. » Le docteur Jenkins s'avança pour s'adresser à la foule. Il y a 2 ans, lorsque William Taylor m'a approché pour diriger cette fondation, j'ai cru que c'était un coup de pub. Des rires approbateurs parcoururent la pièce. Je n'aurais pas pu me tromper davantage. Aujourd'hui, nous annonçons que la thérapie protéique modifiée, combinée à l'approche révolutionnaire de traitement génique du Dr Chen, a montré un succès sans précédent dans les essais cliniques. Un murmure parcourut l'auditoire alors que le docteur Chen prenait la parole, expliquant en termes accessibles comment le traitement non seulement stoppait la progression de la maladie, mais permettait dans certains cas la régénération des tissus endommagés. Et maintenant, conclut-elle, j'aimerais inviter Ethan Taylor à faire une démonstration. Tous les regards se tournèrent vers l'arrière de la pièce où Ethan était assis dans son fauteuil roulant. William s'agenouilla à côté de lui, la voix basse. « Souviens-toi, quoi qu'il arrive, je suis fier de toi. » Ethan hocha la tête, la détermination durcissant sa mâchoire. William se tenant prêt mais sans l'aider, Ethan se poussa pour se mettre debout. Un souffle collectif fut retenu alors qu'il se tenait, tremblant légèrement mais droit. Puis, avec une concentration délibérée, il fit un pas en avant, puis un autre. La pièce explosa en applaudissements alors qu'Ethan traversait lentement mais sûrement le sol du laboratoire. Lorsqu'il atteignit le docteur Chen, les larmes coulaient à flots sur son visage alors qu'elle l'étreignait. William resta à l'arrière, sa propre vision brouillée par l'émotion. Plus tard ce soir-là, dans le jardin du manoir qui offrait désormais de larges allées et des zones de repos accessibles, William, Ethan et le docteur Chen, Sarah, comme il l'appelait maintenant, plantèrent un jeune chêne. « Maman aurait adoré ça », dit Ethan en tassant la terre autour de la base du jeune arbre. Ses mouvements étaient toujours prudents. Le traitement n'était pas un remède miracle, mais un début remarquable. Elle l'aurait aimé, acquiesça William, pensant à la lettre qu'il avait laissée sur la tombe de Melissa 1 an auparavant. Sa confession, sa gratitude, sa promesse d'être le père qu'elle avait cru qu'il pouvait être. Sarah recula pour admirer leur travail. Au cours de l'année écoulée, elle était devenue une présence constante dans leur vie, sa brillance égalée par sa compassion, sa présence apportant de la chaleur à des espaces autrefois froids. « Il faudra des années pour qu'ils grandissent », observa Ethan en regardant l'arbre élancé. « Les meilleures choses prennent du temps », répondit William en posant une main sur l'épaule de son fils. Un geste qui lui avait paru étranger autrefois, mais qui venait maintenant naturellement. Alors que la lumière du soir s'estompait, William regarda Ethan marcher lentement mais avec assurance vers la maison, Sarah à ses côtés, discutant de son dernier projet scientifique. Le garçon qui était entré dans sa vie brisée et effrayée avançait, maintenant avec détermination et espoir. William resta un instant près du jeune arbre, réfléchissant au voyage extraordinaire du titan pharmaceutique impitoyable au père, du chercheur de profit au guérisseur. Le véritable miracle ne résidait pas seulement dans la percée médicale ou dans les pas d'Ethan. Il résidait dans sa propre transformation, dans l'apprentissage que la vraie richesse ne pouvait se mesurer en parts de marché ou en cours boursier. « Tu avais raison, Melissa », murmura-t-il à l'ère du crépuscule.